Salut, on est le vendredi 17 janvier, je me suis pas trompé, 2025. Je me disais que ça faisait longtemps que j'ai pas fait de prise de vue, ça va faire quasiment un mois. Déjà, je voulais vous souhaiter bonne année et on va discuter un peu. Je vais changer d'endroit là. Je suis en train de rouler du déchet vert pour on vide la plateforme avant le prochain broyage et on le répartit selon les sites d'épandage avant les futures soit cultures de printemps ou soit pour l'été prochain avant les colzas. Donc on profite on va dire de la morte saison pour rouler à des endroits où les terrains sont bien portants et pour rapprocher des champs pour faciliter l'épandage au moment voulu. Du coup je me répète un peu, mais bonne année à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, su profiter un peu de ces moments d'échange en famille, de limiter un peu les périodes de travail et prendre du temps pour soi. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Je prends toujours 2 semaines de belles coupures pendant les fêtes. Et donc je fais une coupure totale avec la vie professionnelle et la partie réseaux sociaux ou autres. Et puis prendre du temps, famille, sport, prendre le temps de faire d'autres activités. Voilà. Donc là, on a bien repris les différentes tâches depuis 2 semaines et pour le coup on va discuter, on va regarder un peu. Alors j'ai pas fait de vidéo spécifique pour les cultures hautes parce que c'est pas la période où ça avance le plus. Vous voyez les colzas là sont, selon les modalités, sont plus ou moins un peu en repos végétatif. Ici là légèrement, on voit que certains ont commencé à vider un peu les réserves. La partie striptile monograine, il y a une petite baisse, on va dire, de la biomasse, mais c'est pas foufou d'ailleurs. Je me posais la question de faire la mésotrione dans les endroits où il y avait pas mal de sang et de ravenelle. Sauf que avant Noël, ils étaient encore c'était bien poussant. Comme vous avez pu le voir à la fin de la dernière vidéo, le colza même à 75 fermait bien le rang. Donc je ne me voyais pas du tout passer avec ces matières actives là, où il faut que le colza ait arrêté sa croissance et soit endurci. Et en ce moment, ça y est légèrement, mais j'ai peur de le cogner plus qu'autre chose. Donc je crois que je vais faire comme d'habitude. Je vais faire aucun passage spécifique pour ces adventices-là. Normalement, je les retrouve pas au printemps. Profiter d'être à côté d'un champ de blé. Je vous montre un tout petit peu, mais c'est pas le sujet de la question. Voilà, on est soleil rasant, donc c'est pas la meilleure lumière pour prendre des prises de vue. Bon, je vais vous montrer plutôt des lignes à l'ombre, parce que là, avec le soleil, ça va pas trop vous parler. Donc là, c'était le blé de colza. On avait conservé les repousses jusqu'au semis. Là, ici, toujours du blé de colza, mais on avait fait sauter les repousses avant le semis. Le but était de voir les dynamiques limaces aussi, la gestion du régras et ce genre de choses. Donc là, il est vraiment pas mal. Le pleintalage est quand même sévèrement avancé. La prochaine étape qu'on a commencé là dans certaines parcelles, on est en train de faire du ramassage de pierres à la main, donc principalement familial, puis c'est un peu d'aide extérieure. On ramasse tous les gros silex qui n'ont pas été enterrés par le rouleau. Ici, j'ai réussi à faire un passage de rouleau sur ces parcelles-là, un peu avant Noël. Ces parcelles qui n'avaient pas vu le roulement du semis, c'est là. J'ai fait un deuxième passage dans la parcelle de l'autre côté qui est très pierreuse. Et aussi, prochaine intervention à Calais. Alors, cet après-midi, il y avait les conditions sans vent, mais comme on avait encore -3, -4 cette nuit, je voulais pas. Le prochain passage, c'est passage d'oligo surtout, principalement cuivre avec des acides aminés et une chouille de bord. Mais je veux attendre la fin des gelées, donc semaine prochaine, normalement, ça devrait le faire. Voilà, on va pas passer plus de temps que ça sur les cultures dans cette vidéo-là. On fera un tour de plaine une autre fois. Là, le but, c'est de parler d'un autre sujet proposé par un des membres de la communauté sur notre flux WhatsApp, dont je vous ai déjà parlé.
ferai peut-être une pub au milieu de la vidéo ou autre. C'est-à-dire, j'ai une note où je mets tous les sujets de fond qui peuvent être traités ou abordés. Tous les sujets de fond qui peuvent être traités et abordés, on va dire, quand il n'y a pas de vidéo du moment à faire, c'est-à-dire des vidéos où il y a quelque chose à monter à l'instant précis qui est en lien avec la temporalité, on peut dire. Et puis il y a des sujets qu'on peut aborder à n'importe quel moment de l'année. Ça a assez peu d'importance, un peu comme j'ai fait pour l'Ambroisie une fois, par exemple, ou je sais plus un autre sujet. Il y a des voitures en pagaille, c'est un peu pénible pour prendre des prises de vue. Donc l'idée de Ben était, Benjamin, d'aborder un peu le sujet, quel est l'impact sur une exploitation agricole, de la gestion en ACS, quel est son impact sur la rentabilité, le temps de travail, la consommation en gasoil, et peut-être plus large. Parler de pas forcément évoquer le sujet du rendement, mais je pense qu'il faut en parler puisque c'est très important, puisque c'est un des deux multiplicateurs de notre chiffre d'affaires. L'hectare, c'est le prix de vente et le rendement, donc on peut jouer quasiment que sur ces deux variables-là. Après, il y a des aides et ainsi de suite à côté, mais on va dire c'est la base des calculs. Donc on va essayer de parler un peu de ce sujet-là. Alors pour être honnête, là pendant que je faisais les allers-retours tracteurs, j'ai réfléchi un peu aux différents aspects, les points à essayer de pas oublier ou autre, mais comme d'habitude, je ne prépare pas de feuille de route à suivre sur une vidéo, donc il va sûrement manquer des choses, je vais sûrement penser à d'autres choses après. Donc vous m'excuserez si tous les points sont pas abordés. Donc on va essayer de traiter les différents points. On va parler de rentabilité, de temps de travail, de consommation. Benjamin parlait de consommation de gasoil, ça va rentrer dans la rentabilité. La partie rendement, pour moi, il faut rajouter la partie sociétale, c'est-à-dire comment on vit cela et comment ça se traduit. Et également, je pense, alors on peut mettre ça dans la rentabilité, mais plutôt dans la gestion à moyen et long terme de nos entreprises. Alors je vais prendre les sujets pas forcément dans le sens où je les ai cités là. Le sujet du rendement, je voudrais poser les bases dès le début. On n'est pas censé faire moins de rendement selon une technique culturelle ou une autre, au moins à moyen terme. C'est-à-dire que qu'on fasse une implantation, que notre blé ou notre colza soit conduit en semi-direct, en labour, en TCS. Vous mettez les noms que vous voulez sur la manière où vous travaillez. On s'en fout un peu quelque part. Ça permet de manière rapide d'identifier un système de culture, mais on va dire que ça s'arrête là. Pour moi, c'est pas censé vraiment influencer sur le rendement final de la culture. Le rendement de la culture, c'est avant tout le potentiel du terroir, de la terre que vous avez, en adéquation avec le climat de l'année. C'est-à-dire, dans des terres plutôt légères, on aura une fourchette de rendement telle ou telle, selon la réserve utile, la manière où ça répond aux excès d'eau, sécheresse, ainsi de suite. Et donc, l'année va nous donner une fourchette de rendement possible dans ce terroir. Et nous, paysans, on va essayer d'être à l'optimum du rendement, le ratio rendement-dépense occasionné ou mis en place, ou flux de trésorerie immobilisé, si vous appelez ça comme vous voulez, pour produire cette culture, c'est-à-dire la semer, donc avec toutes les opérations en amont, en aval, la fertiliser, la désherber, la protéger des bioagresseurs, fongiques, insectes, tout ce que vous voulez, assurance ou pas, et la récolte, et après ce qui en suit. Donc ça, c'est les différentes opérations qu'on met en place pour faire notre culture. Et j'ai envie de dire, nous, la place du paysan, si je devais mettre des pourcentages, mais j'aime pas trop ça, on va dire qu'il y a peut-être 80% du rendement qui est fait par le sol et par le climat. Et nous, pauvres paysans, façon de parler, je veux dire, on n'a pas, pour moi, un impact fort sur le rendement final de la culture. On se doit, selon l'année, vous voyez, on a des variations énormes. Encore nous, c'est même dans des cultures comme le blé ici, on arrive à avoir des variations
de 50% d'une année sur l'autre, c'est-à-dire il y a une année on peut faire 45 quintaux, l'année suivante 65 de moyenne. Et en fait, en ayant fait exactement les mêmes itinéraires culturaux, c'est vraiment le climat qui fait les variations et nos terroirs qui fait qu'on peut descendre à 45 quintaux les années très sèches au printemps pendant le remplissage, et on peut monter à 65 de moyenne. Alors quand je dis 65 de moyenne, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il y a toutes les petites parcelles qui nous tirent vers le bas, avec cette belle biodiversité environnante qui sont les bois et tout ce qui habite dedans et qui retourne dans les parcelles. Donc, enfin bref, donc peu importe, mais vous voyez, on peut avoir 20 quintaux d'écart d'une année sur l'autre. Et donc nous, le but c'est d'arriver à être à l'optimum là-dedans. Donc le fait de faire les cultures en blé, de blé par exemple, enfin peu importe, vous avez compris, d'une manière ou d'une autre, c'est pas censé avoir d'influence directe sur le rendement. Pour moi, s'il y a une influence sur le rendement, c'est pas qu'on a fait plus de rendement avec une technique, c'est qu'on en a perdu avec une autre. C'est-à-dire que en faisant d'une manière, on peut perdre du potentiel de rendement, pas parce que la technique forcément était mauvaise, mais parce que la technique n'était plutôt pas maîtrisée. C'est-à-dire, il y a des gens qui travaillent très bien, qui connaissent bien leur système culturel, peu importe que ce soit avec du labour, sans labour, en semi-direct ou autre, tous les gens sont à l'aise plus ou moins dans un domaine. Donc ça, c'est la partie rendement, j'ai envie de dire. Oui, il peut y avoir des baisses de rendement les premières années, mais c'est plutôt par manque de technicité, de connaissances et d'expérience dans le système. C'est tout. Ça peut être pallié par un accompagnement, des formations, du suivi technique, s'entourer de d'autres agriculteurs, entrer dans des groupes et surtout bien préparer sa transition avant, plutôt que de s'y intéresser une fois qu'on a les deux pieds dans le plat. Donc on peut limiter cela. Je ne sais pas si j'ai perdu du rendement, honnêtement. Peut-être sur du colza les premières années. Je l'ai vu, oui, sur du colza semi-direct, sur quelques parcelles. Je vais en comparaison TCS. J'ai vu, j'ai perdu quelques quintaux. C'était lié au fait qu'il n'y ait pas une bonne gestion des flux de fertilité du sol. Il n'y a pas de fertilisation localisée, tout à fait au début, sur le semoir. Et j'alimentais pas assez les colzas avant l'hiver. Après, tout à l'heure, j'ai dit pas d'incidence à court terme, et peut-être moyen terme. Ce que j'entends par là, c'est qu'après, on peut avoir des pratiques qui favorisent l'amélioration de nos sols et qui peuvent avoir un impact à moyen terme sur le rendement de la culture, ou bien sur les conditions de semis et les opportunités de semis que cela nous ouvre. C'est-à-dire que plus un sol se porte bien, plus il est portant, plus il est résilient au sec, aux fortes températures l'été pour conserver son humidité, à tamponner les excès d'eau, ce genre de choses. Et bien, à force de faire évoluer nos sols, là, on peut arriver à se créer des gradients de différence de rendement de culture ou des rendements économiques, de par le comportement de la culture, la capacité à bien faire lever un colza, par exemple, même en période assez sèche et en forte température. Donc là, ça peut impacter sur le rendement peut-être final de la culture ou sur son coût d'implantation. Après, si on veut parler, on peut passer au point suivant, sur l'aspect économique en lui-même. Est-ce que cultiver dans ce système de culture permet de faire des économies directes? J'ai envie de dire pas forcément. C'est fait partie des souhaits qu'on entend dans les personnes qui veulent modifier leur système, c'est-à-dire qui veulent faire des économies de coûts de culture, de frais de mécanisation. J'ai réfléchi un peu parce que je vais en parler un peu après. Il y a la partie investissement, il y a la partie consommation de gasoil aussi, on peut en parler là. Il y a des choses qui peuvent évoluer assez vite, donc c'est-à-dire vraiment la consommation de gasoil. Si du jour au lendemain vous arrêtez tout travail du sol, la consommation de gasoil va tout de suite s'en ressentir. Est-ce que c'est ce qui va faire une grosse différence économique à la fin de l'année si vous économisez? Alors tout dépend comment vous faites évoluer vos pratiques, c'est vrai. Moi je compte en semi-direct, allez on va compter à 7 litres et demi hectare parce que je roule pas très vite. On peut tomber à 5 sur des semoirs un peu plus grande largeur.
Alors oui, plus un passage de rouleau, vous arrivez à 6, 7. Oui, par rapport à du travail du sol, si vraiment la personne était à l'autre bout du spectre, avec du labour, de l'herse rotative ou autre, ou juste l'implantation, il était déjà à 32 litres. Bon, oui, sur la surface, ça peut faire des économies. Est-ce que c'est ce qui va faire que votre entreprise va passer de positive à négative financièrement? Ça, je suis pas sûr. Par contre, là où ça peut avoir un impact, ça sera un peu dans une situation comme on est ici, sur des terres extrêmement usantes où le taux d'usure est vraiment énorme. C'est-à-dire que là où le prix des pièces d'usure a un impact quand même non négligeable dans nos charges de mécanisation. Donc là, oui, l'impact économique vient se cumuler à la partie consommation, bien sûr. Donc vous avez ça. Plus après sur les ordres de tracteurs, si par exemple c'est un tracteur en location, Puma ou autre, tout de suite vos tracteurs vont faire beaucoup moins d'heures. Enfin beaucoup moins. Oui, si. Ils vont faire moins d'heures. Ils vont, si c'est des tracteurs qui sont déjà payés ou avec emprunt, ils vont durer plus longtemps. C'est-à-dire vous aurez un besoin de renouvellement plus lent, un rythme de renouvellement de croisière. Et je suis en train de m'emmêler un peu les pinceaux, vous m'excuserez parce que je réfléchis en même temps que je parle. Il y a un autre point à prendre en compte. Donc ça, c'est des économies directes, on va dire. Par contre, là où les économies sont pas à attendre, pour moi, ou qui vient quasiment, il y a un point qui peut venir effacer toutes les économies qu'on peut faire sur ces postes-là, c'est que souvent, ce qui va être effectué, c'est un achat de matériel supplémentaire pour travailler dans ces techniques-là. Alors, ça va commencer bien sûr par un achat d'un semoir de semi-direct. Après, ça peut être une herse à paille, ça peut être un rouleau parce qu'on n'en avait pas ou ce genre de choses. Donc, d'un premier temps, on peut se retrouver à faire des investissements supplémentaires dans du matériel qui vient alourdir en fait les charges de mécanisation, alors qu'on voulait les alléger, puisque souvent ce qui se passe dans un premier temps, il y a de l'achat de matériel en plus lors de phase de transition, sans, on va dire, dégraisser le parc de matériel. C'est-à-dire que la vente de l'un, l'achat d'un matériel n'est pas assez rarement en phase avec la vente d'une autre machine. C'est-à-dire que j'ai rarement vu beaucoup de situations où le gars va dire bon, j'achète ce semoir de semi-direct là, et en face, je vends tout de suite des outils de travail du sol ou autre. C'est rarement le cas, parce que souvent, on est en période de transition, on veut garder un ou deux outils à côté. On n'est pas sûr de son coût, on a besoin de faire une période de transition. Donc c'est tout à fait rationnel au début de cumuler deux parcs de matériel différents pour faire deux systèmes différents. Donc là, on vient alourdir un peu les coûts. Par contre, ce qui peut être toujours sympa quand c'est possible, c'est de dégraisser certains parcs de matériel d'outils de travail du sol. Si on sait qu'on peut encore avoir accès à ce type de machine en CUMA ou en location ou avec un voisin ou autre, là par contre, ça peut être une opportunité assez intéressante. Alors, pourquoi je dis aussi c'est pas forcément une économie directe, c'est qu'il y a des situations où en plus alors je vais pas, prenez pas ce que je vais dire pour une critique, parce qu'il y a des situations très diverses et on peut pas généraliser les propos. C'est beaucoup lié à la taille de la structure, à l'état financier, aux machines qui peuvent déjà avoir dans leur entourage géographique ou Puma ou ainsi de suite. Mais des fois, on peut se retrouver plombé assez rapidement par des achats de matériel assez onéreux. Les semoirs de semi-direct neufs valent cher, vraiment. Aujourd'hui, vous voulez n'importe quel semoir en 6 mètres, vous franchissez facilement la barre des 100 000 euros. Donc, si la personne commence à investir comme ça, en se disant, je vais faire des économies, donc je commence à investir 100 000 euros pour faire des économies sans vendre quelque chose en face, donc on va augmenter à court terme les charges de mécanisation plutôt que les baisser. Alors, je respecte ce choix parce que des fois, on le voit, certaines structures où ça se passe comme ça, parce qu'il peut y avoir des aides, parce qu'ils estiment qu'ils sont assez confiants, donc ils disent autant partir avec une bonne machine que d'acheter une machine moyenne pour se faire la main et la revendre plus tard. Donc il y a plein de situations différentes. On peut parler, si vous avez besoin de conseils à côté, je peux vous aider d'ailleurs. Mais voilà. Mais faites attention quand même à ce piège
de pas forcément faire des investissements trop importants pour vous lancer. C'est pas une nécessité d'avoir un semoir neuf, d'avoir la dernière technologie de mise en terre de graines pour réussir votre transition. C'est pas ce qui fera la réussite ou l'échec, c'est pas ce qui fera basculer d'un côté ou l'autre. À titre d'exemple, quasiment toutes les cultures que vous voyez chez nous, ici, donc là c'est du blé semé avec un semoir qu'on avait dû payer 17-20 000 euros il y a à peu près 17 ans. Aujourd'hui, d'occasion, ils vaut à peu près 20 000 euros. Il y a une mise en terre très moyenne. Le semoir à dents, on l'a acheté il y a quelques années maintenant, 30 000 euros. Voilà. Vous pouvez toujours trouver des CO, des sprinters dans ces gammes de prix, voire inférieures. Le monograine, pareil, c'est un vieux truc qui a 25 ans, 26 ans, acheté 20 000 euros. Le strip-till, 7-8 000. Donc vous voyez, on n'a pas fait des gros investissements. C'est pas les derniers semoirs à la mode. Et pourtant, il y a du blé et du colza partout. Donc c'est pas ce qui va faire la réussite ou l'échec de votre transition. Donc faites attention quand même à vos dépenses, surtout sur des structures de taille modeste. Vaut mieux privilégier un semoir à dents, par exemple, soit autoconstruit, soit vous partez sur il y a des semoirs à dents, des bases à 15-20 000 euros. Vous pourrez faire du blé, du colza et des couverts avec, donc de l'orge, enfin n'importe quelle céréale, même vos févroles et vos protéagineux. Donc ça va couvrir la majorité des semis sans faire des gros investissements. Donc faites quand même attention à pas vous plomber dès le départ avec du matériel neuf coûteux. Des fois, il vaudra mieux le mettre dans des intrants. Alors quand je dis intrants, des fertilisants, il y a des terres repartir, c'est-à-dire sur des bases saines au niveau sol. Vaut mieux des fois investir dans votre sol que dans la ferraille. Donc ça peut être des amendements calciques, ça peut être des fientes de poule, ça peut être du lisier de porc, ça peut être plein de choses, ça peut être de la fertilisation localisée aussi. Donc là c'est de la ferraille, mais apporter la ferraille pour pouvoir le faire. Mais ça se trouve c'est peut-être acheter un peu de fertile localisé pour les premières années. Donc vous voyez, il y a plein de façons de faire des investissements autres que dans le machinisme. Ensuite, on peut évoquer la partie temps de travail. Est-ce qu'on gagne du temps de travail au début? Alors oui, vous allez tout de suite faire moins d'heures de tracteur. Attendez, j'ai oublié un point. On était parti sur la partie économique et machinisme. J'ai oublié un point pour moi qui est assez important. Oui, les tracteurs vont faire moins d'heures, donc vont pouvoir durer beaucoup plus longtemps. Mais aussi, il y a une chose qui est souvent sous-estimée, c'est le besoin de traction qui est moins important. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de renouveler, d'avoir un 240, 260, 300 chevaux pour faire vos différentes opérations culturales. Donc ça peut peser sur un tracteur, un 4 cylindres, 160 chevaux, va être moins lourd, va moins consommer, aura un coût de fonctionnement inférieur. Et au niveau renouvellement, pareil, le besoin d'investissement est quand même différent. Donc ça, c'est un élément vraiment à prendre en compte dans votre politique de gestion du parc matériel. Vous n'avez pas besoin de garder des très gros tracteurs. Ici, on fait à peu près 300 hectares de culture. On peut quasiment tout faire avec les 2 4 cylindres. Alors après, pour des soins à grande largeur, comme des Avatar 12 et des Condors, il faut quand même des 6 cylindres d'au moins 200 chevaux, 240 pour être selon, ça dépendra des coteaux que vous avez. Donc ça, c'est un point que vous voulez rappeler. Donc je vais parler du temps de travail. Alors oui, à court terme, peu importe, d'ailleurs je sais pas pourquoi je dis ça. Temps de travail, oui, le temps de travail physique dans le tracteur, moins d'heures de tracteur. Alors moi ça me va bien parce que c'est pas ce que j'aime faire dans mon métier. Mais après, en fait, on a du temps de travail ici, en visite de parcelle, pour moi en observation, en formation, se déplacer, apprendre, qui vient peut-être annuler complètement le gain en temps de travail. Le gain qu'on a pu faire de l'autre côté, donc je suis pas sûr qu'à à court terme on le gagne. À moyen terme, ouais, je pense qu'après, honnêtement, on y gagne. Il y a un autre point que je voulais aborder, c'est la partie un peu sociétale personnelle, on va dire, sur le ressenti. Beaucoup de personnes qui ont fait des transitions ont redécouvert un peu leur métier, l'agronomie, la passion qu'ils avaient. Alors je dis pas que les autres façons de faire ne sont pas reposées sur l'agronomie ou autre. C'est plutôt que des fois on dit changement d'herbage réjouit le veau. Et en fait, des fois c'est ça, le simple changement, devoir redécouvrir des choses ou autres, des fois suffit à relancer un peu l'attrait et la motivation pour notre métier.
Euh, donc, si on devait faire une conclusion à tout ça, puisque j'ai abordé les différentes idées un peu comme ça me venait, pour être honnête. Euh, Vendredi, là, on est dimanche matin. Donc, vous l'aurez compris, partir sur ce système de culture pour le gain de temps de travail, oui, si c'est bien réfléchi. Alors d'autant plus sur la surface est importante, on va dire. Sur des petites surfaces, je suis pas sûr que le gain de travail soit forcément très important à tout court terme, parce que vous l'avez compris, il y a toute cette partie formation, se déplacer, apprendre, à rentrer dans des groupes, ainsi de suite. Donc, si la surface d'exploitation n'est pas très grande, c'est-à-dire la réduction du temps de travail, en proportion, ne sera pas énorme. Sur des grandes surfaces céréalières où vous aviez des périodes de déchômage, peut-être préparation de travail du sol, labour sur des grandes surfaces. Bon, ben là, le ratio temps de travail sera peut-être plus, vous allez y gagner encore plus rapidement. Je voulais revenir sur la partie un peu investissement. Je ne sais plus comment j'en ai parlé vendredi. Euh, je voulais mettre un peu le haut là sur la partie achat de semoirs. Alors, je vous dis pas de pas acheter de semoirs neufs pour être tranquille et performant. Je dis c'est à mettre en relation avec la partie est-ce que votre entreprise est saine, peut supporter un achat supplémentaire de machines comme ça dans les 100 000 euros par rapport, donc c'est toujours un gain de surface. Si vous avez que 120, 160 hectares, il n'y a pas de chance que ce soit rentable, plutôt viser du matériel d'occasion. Si vous partez sur des surfaces beaucoup plus grandes, 3, 4, 5, 600 hectares, bon ben là le raisonnement est quand même différent. Il y a une capacité à faire des investissements et à l'étaler sur des surfaces. Et après, ben, il y a toujours en face, est-ce que vous étiez parti pour renouveler un déchômeur, un tracteur ou autre, et ça peut venir réduire un peu votre plan, votre business plan d'investissement, c'est-à-dire au lieu de remettre de l'argent dans un tracteur plus gros ou un déchômeur ou ce genre de choses, ben, à la place, ça vient une machine pour semer ou bien avec une vente en face. Mais vous l'avez compris, il y a autant de situations. C'est pour ça que c'est toujours compliqué d'être un peu généraliste dans ces choses-là. On est tous gestionnaires d'entreprises avec des entreprises qui sont différentes, avec des passés différents, des capacités de financement différents. Un État, surtout en ce moment, des affres financiers un peu différents, ne traverse pas forcément les années les plus faciles. Donc voilà, en gros, si vous devez faire un investissement, prenez le temps de bien réfléchir. Si vous êtes parti pour prendre une machine neuve, prenez le temps de les essayer, de les comparer, de penser à la revente aussi. Il y a des machines qui se revendent beaucoup plus facilement que d'autres. Peut-être la qualité de semis, c'est une chose, mais c'est vrai que la partie renouvellement, il faut y penser un peu comme quand on achète un tracteur, une batteuse ou un pulvé, ce genre de choses. La valeur de revente, des années plus tard, c'est un point essentiel aussi. Voilà, donc si vous avez besoin, vous voulez en échanger sur certains sujets, n'hésitez pas, vous pouvez prendre rendez-vous sur le site, vous allez dans la partie contact, je crois que ça doit s'appeler, ou prendre rendez-vous, c'est tout à fait à droite dans le menu. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne ou juste m'envoyer un SMS, WhatsApp ou autre, on débrouillera. Allez, salut, bon week-end. Je sais pas si la vidéo sera disponible pour dimanche soir. Allez, salut.